parti. Alors bonsoir à tous, merci d'être présents. Je me présente, je suis Karine Pavisa, donc je suis le maire de Généton, mais je suis aussi la vice-présidente en charge du contrat local de santé. Et donc c'est grâce à ce contrat local de santé que nous avons pu avoir accès à ces études pour la population sur les risques liés au radon. Je vais lire le petit papier pour oublier de rien vous dire. Parce que je suis capable de parler d'autre chose et d'oublier le principal. Donc pour rappel, on a fait 2 réunions publiques en décembre, victimes de notre succès. On était très très contents du nombre de personnes que nous avons eues. Parce que le radon, ça ne parle pas à tout le monde. Beaucoup se sont dit, oh non. Et on a été quand même très surpris du nombre de personnes. Et donc ça nous a rassurés que ce choix que nous avions fait montrait l'importance qu'il y avait sur notre territoire. Donc lors de ces réunions, vous avez 6 mairies. Pourquoi 6 mairies qui étaient représentées sur toute la communauté de communes de Grandlieu, qui en compose 9? Parce qu'il y a 3 communes, ne me demandez pas pourquoi, qui n'ont pas du tout de radon, qui sont au niveau 1, et donc qui estiment n'être pas du tout impactés, ou très peu par le radon. Donc vous avez Saint-Colomban, Généton et la Chevrolière. Ça, ce sont les études qui ont mené ça. Donc il y avait donc 6 communes, et donc l'objectif était de pouvoir donner des dosimètres aux habitants de ces 6 communes pour pouvoir faire cette étude. Donc ce soir, on se réunit pour présenter les résultats, bien évidemment, de cette campagne de mesure qui s'est déroulée de janvier à mars. Il fallait renvoyer les résultats en mars. Je crois que vous donnerez peut-être les résultats exacts, mais je crois qu'il y a quelques personnes qui n'ont pas renvoyé, mais c'est vraiment très minime. Donc je vais laisser tout de suite la parole, parce que moi je ne suis pas une spécialiste, donc rien que de tel que des spécialistes. Donc à Sabrina Donger, donc c'est le CPIE de Lognes et Grandlieu, vous pourrez aussi présenter le CPIE, qui fait beaucoup de choses pour notre territoire. Et puis à Monsieur Foucault, donc de l'association à Alizé. Ils vont animer cette réunion, ils vont vous expliquer tout ce que vous avez besoin. Et vous pourrez poser toutes les questions. Il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de questions qui n'ont pas à être posées. Vous n'hésitez pas. Ils sont là vraiment pour vous. Et je peux vous dire que c'est très riche pour nous aussi. Donc surtout, voilà, soyez libres de poser les questions que vous voulez après leur présentation. Voilà. À tout à l'heure. Donc, bonsoir à tous. Donc, Sabrina Donger, je suis chargée de projet environnement au CPIE Lognes et Grandlieu. CPIE, ça veut dire Centre permanent d'initiative pour l'environnement. Donc on est basé à Corcouët-sur-Logne. Et les CPIE, c'est un label en fait, qui est donné aux associations qui font de l'éducation à l'environnement auprès des scolaires, auprès du grand public, et qui accompagnent aussi les territoires dans leurs projets sur des thématiques en lien avec l'environnement. Donc ça peut être sur la biodiversité, sur l'alimentation, les déchets, la santé environnement, donc sujet qui nous concerne ce soir, etc. Donc ce soir, on va vous présenter le bilan de la campagne de radon. Donc moi je vais prendre la parole pendant 10 minutes et ensuite je laisserai vraiment un long temps à Benoît pour vous présenter les actions à mettre en place chez vous pour réduire le taux de radon si vous en avez. Donc tout d'abord, juste un petit rappel sur ce que c'est que le radon. Donc le radon, c'est un gaz radioactif qui est inodore, qui est incolore et donc qui est difficile à détecter, qu'on peut avoir dans les maisons sans le savoir. Et il est issu de la transformation de l'uranium qui est présent dans les roches volcaniques et dans les roches granitiques. Là, je vous ai mis 2 cartes l'une sous l'autre. La première, celle du haut, c'est la carte géologique de France. Et celle du bas, c'est la carte du potentiel radon. Où est-ce qu'on peut avoir du radon sur notre territoire? Donc ce qu'on constate en mettant en parallèle ces 2 cartes, sur la première, en fait, tout ce qui ressort en rouge, rose, marron, alors je ne sais pas si ça ressort pareil sur l'écran, c'est toutes les roches volcaniques et granitiques, donc à savoir le massif armoricain, le massif central, les Vosges, une petite partie des Alpes, la Corse et puis une partie des Pyrénées. Et si on met en parallèle avec la carte de potentiel radon, on voit bien que c'est ces zones-là qui sont classées comme avec du radon potentiellement. Le radon, il est reconnu comme agent cancérogène par l'OMS. C'est la 2e cause de cancer du poumon en France, enfin, pas en France d'ailleurs, partout.
Donc c'est la deuxième cause après le tabac. Il y a un accroissement du risque du cancer du poumon en cas d'exposition régulière et pendant de longues années. Et puis un risque plus fort pour les fumeurs. Le diagramme que vous avez à côté, c'est l'exposition à la radioactivité. Donc il y a l'exposition artificielle, par exemple, enfin, c'est la médecine en fait, c'est ce qu'on va le plus retrouver comme exposition au rayonnement, enfin, notre source principale d'exposition, et qui est suivie par le radon, donc dans nos maisons, à hauteur de 29%. En dessus de 300 becquerels par mètre cube, on considère qu'il y a des risques pour la santé. C'est le seuil sanitaire qu'il faudrait ne pas dépasser. Et on peut connaître un classement, enfin les communes, elles sont classées d'une catégorie 1 à 3. Vous pouvez retrouver, là c'est ce que vous voyez sur la carte en fait que je vous ai mis, vous pouvez retrouver cette carte sur l'IRSN. Si vous tapez potentiel radon commune, vous allez tomber dessus, vous tapez le nom de votre commune et puis donc vous aurez cette carte, ça vous dit si votre commune est en catégorie 1, 2 ou 3. Donc catégorie 1 c'est à potentiel faible et catégorie 3 à potentiel élevé ou moyen. Donc sur votre territoire, sur Grandlieu Communauté, Mme Pavisa l'a dit, hein, mais il y a 3 communes qui sont classées en catégorie 1, c'est la Chevrolière, Généton et Saint-Colomban, et donc toutes les autres communes sont en catégorie 3. Pour les particuliers, il y a une obligation d'informer l'acheteur ou le locataire s'il souhaite vendre ou louer son habitation si c'est sur une commune qui est classée en risque 3. Donc généralement c'est fait par les notaires. Et puis dans les établissements recevant du public, il y a une obligation, donc toujours pour les communes en catégorie 3, de vérifier la concentration de radon dans les établissements et si le seuil de 300 becquerels est dépassé, il doit y avoir des travaux mis en place pour réduire le seuil, pour réduire le taux. Pardon. Donc, je vais vous présenter les résultats de la campagne de mesure. Donc tout d'abord, ça a été dit aussi en introduction, en décembre 2022, on a réalisé 2 réunions publiques, une à la Limousinière et une au Bignon, donc avec beaucoup de participants qui étaient présents à ces 2 réunions. Et donc c'était l'occasion, donc cette réunion elle a été animée par l'ARS et le CPIE, avec l'objectif de présenter les risques liés au radon, de présenter le déroulement de la campagne, et à l'issue de la réunion, des 2 réunions, on a distribué les dosimètres. Il restait un certain nombre de dosimètres qui n'avaient pas été distribués, donc ils ont été déposés dans les 6 communes concernées, et chaque habitant des communes a pu, après une communication, aller récupérer les dosimètres directement en mairie. Ensuite, les dosimètres, ils ont été installés dans les habitations pendant 2 mois consécutifs, durant l'hiver, donc entre janvier et mars. Et puis, à partir de mars, on a relancé les habitants pour qu'ils nous renvoient les dosimètres au CPIE, afin qu'on puisse nous les renvoyer au laboratoire Algad pour analyse. On a reçu 92% de retour, donc effectivement, on a reçu beaucoup de... Enfin, il y a beaucoup de dosimètres qui nous sont revenus. Ceux qui ne sont pas revenus, c'est soit qu'ils ont été perdus, soit cassés. Et donc quand on a reçu les résultats du laboratoire Algad, nous les avons renvoyés par courrier à chaque habitant. Courrier individualisé. Normalement, vous avez tous reçu le courrier. Donc sur le territoire, il y a eu 154 dosimètres distribués et 141 dosimètres analysés. La carte que je vous ai mise, c'est le nombre de dosimètres distribués par commune. Donc je ne vais pas parler de la Chevrolière, Généton et Saint-Colomban puisqu'on n'a pas distribué de dosimètres sur ces communes puisqu'elles étaient en catégorie 1. Par contre, sur les autres communes, ce qu'on voit, c'est qu'on a une distribution homogène entre, on va dire, 18 et 27 dosimètres distribués sur les communes, sur chaque commune. Donc, à Saint-Lumine-de-Coutay, on en a 18 et c'est sur la commune de la Limousinière qu'on en a le plus distribué. On en a distribué 27. Parmi les résultats, donc on a 125 dosimètres qui sont en dessous du seuil des 300 becquerels par mètre cube. Ça représente 89% des relevés. Donc il y a quand même un grand pourcentage des habitants qui ne sont pas concernés par les risques radon sur le territoire. Et d'autant plus que ce qu'on constate sur le diagramme que j'ai mis à côté, c'est qu'on a 91 des 125 dosimètres qui ont même moins de 100 becquerels par mètre cube, donc des taux vraiment faibles. On a 15 dosimètres qui ont des taux supérieurs à 300 becquerels mais inférieurs à 1000 becquerels, ça représente 11% des relevés. Et on a un dosimètre qui a plus de 1000 becquerels par mètre cube. Donc voilà, un dosimètre sur 147, ça reste faible.
Et donc je vous ai mis encadré 4 dosimètres, ceux qui sont à plus de 800 becquerels et ceux qui sont à plus de 1000 becquerels, parce qu'on avait annoncé à la réunion publique, à la réunion de présentation, qu'on ferait des visites à domicile. Donc on a sélectionné ces 4 résultats qui sont les plus forts pour réaliser les diagnostics à domicile. Donc à plus de 800 becquerels par mètre cube, on ira chez les habitants. Il y a 4 habitants qui sont concernés, 2 habitants sur Le Pignon, 1 habitant sur Saint-Philbert de Grandlieu et 1 habitant sur Montbert. Donc ces visites à domicile, elles auront lieu en septembre. Elles seront faites par Benoît et j'accompagnerai Benoît. Et puis un dernier diagramme, c'est la répartition des résultats par commune pour voir un petit peu ce qui se passe commune par commune. Et ce qu'on peut ressortir de ce diagramme, c'est que, en fait, en vert, vous avez les résultats qui sont en dessous de 300 becquerels, en bleu, entre 300 et 1000 becquerels, et en orange, plus de 1000 becquerels. Et donc, ce qui ressort, c'est que la commune du Pignon, c'est la commune qui est le plus impactée par le radon, avec 10 dosimètres sur les 14 qui sont à plus de 300 becquerels, ça veut dire plus de 40% des dosimètres qui sont, des habitations qui sont à plus de 300 becquerels. Donc le pourquoi du comment, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe sur cette commune pour qu'on ait autant de résultats élevés, mais voilà, c'est ce qui ressort des résultats en tout cas. Si vous avez des hypothèses sur ce qui se passe sur cette commune, je suis preneuse. Excusez-moi. Est-ce que vous avez des questions sur ce que je viens de vous présenter avant de passer à la présentation de Benoît Foucrault? Les 14, c'est les résultats en dessous de 300 becquerels. On est sur des nombres de dosimètres. Ouais, peut-être. En tout cas, on est sur un nombre de dosimètres identique, vraiment similaire entre communes qui a été distribué, donc on peut se permettre de comparer entre communes. Mais effectivement, il y a peut-être un biais sur le fait que c'est des voisins qui se sont donné le mot et puis qui sont venus chercher des dosimètres, mais c'est ce qu'il en ressort. Le radon, ça peut arriver par la roche, ou par des fuites, on va dire, et aussi par des nappes phréatiques. Ça passe aussi par l'eau, potentiellement. Est-ce qu'on peut avoir une idée des doses dans les 3 communes qui étaient pas concernées? Non, parce qu'on ne mesure pas dans les zones A. Zone 1, on ne les mesure pas. Parce qu'elles ont été considérées comme non impactées. Ça, c'est de par leur roche. Il n'y a pas eu du tout d'études de doses qui ont été données à des résidents de Généton, de Saint-Colomban ou de la Chauffourlière au vu de leur niveau qui était en catégorie 1. On a vraiment acté l'étude que sur ceux qui étaient en catégorie 3, qui sont donc impactés sur plein de choses, même sur leur construction, sur tout ce qu'ils peuvent faire au quotidien avec leur habitation. Alors comment sait-on qu'ils étaient en dessous de... Ça, qui décide ça? C'est la Sénat? C'est l'ARS? En fait, c'est l'IRSN et c'est via cette carte justement que vous pouvez retrouver, donc en tapant mon potentiel radon commune, IRSN, vous allez avoir ça. Et l'IRSN a fait des analyses par rapport aux roches. En fait, ils estiment que là, si on est sur une roche granitique ou volcanique, il va y avoir un risque élevé. Ouais. S'il y a assez de tests faits sur une commune, est-ce que ça peut changer la catégorie de la commune? Le test où on est à moins de 300, est-ce que la commune peut passer en 2, par exemple? En théorie, les labos ils doivent remonter les infos. Je ne sais pas du tout si c'est fait ou pas. Nous, on n'a pas cette vision-là. Donc, si c'est remonté, peut-être que ça peut faire changer, mais nous, on n'a pas ce genre d'infos-là. On n'est pas dans les strates nationales. Et là, on est vraiment sur l'Institut de radioprotection de sortie nucléaire et
l'ASN qui est l'agence de sûreté nucléaire. Et là, nous, non, c'est pas nos milieux, on va dire. Le fait que la commune du Lignon, où il y a beaucoup de rameaux, est-ce qu'il ne serait pas judicieux de faire d'autres tests pour voir, élargir les tests? Je suis intervenu dans les Mauges, ils se sont posé la même question parce qu'ils avaient prévu de faire commune par commune. Et ils ont vu que dans la première campagne, il y en avait beaucoup à certains endroits, donc ils sont venus. Là, c'est dans les mains de la communauté de communes. Je pense que c'est plus ça, là, je ne sais pas répondre. Pourquoi pas? Je n'ai pas fini ma question là, sur les infractions. La personne qui fait un pire plaisir, et puis, bon, faut arroser son jardin. Non, c'est quand c'est confiné dans le logement que ça devient problématique. À l'extérieur, je vais y venir, mais le gaz, il est très volatile. C'est pour ça qu'on regarde les rez-de-chaussée des maisons et pas les étages. Ou très peu. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on poursuive. Donc je me présente, Benoît Foucrault de l'association Alizé. Alors nous, association Alizé, on a 30 ans, on est basé à Angers, Nantes et Saint-Nazaire et on travaille sur la transition énergétique en général, transition écologique. Donc tout ce qui est mobilité, rénovation des bâtiments, énergie citoyenne, solaire notamment, et puis donc auprès des scolaires, on fait pas mal de choses. Et moi j'interviens, je suis chargé de mission sur la précarité énergétique et aussi sur le radon. Le radon, c'est un peu voilà, une petite casquette en plus que j'ai, où comme on travaille sur le service France Rénov', aujourd'hui on est sur votre territoire via le service France Rénov', le service public de la rénovation. On intervient, je pense, à la Chevrolière, mais je ne connais pas tous les permanences, mais au moins la Chevrolière. Forcément, le radon, c'est dans le logement, donc on travaille aussi sur la qualité de l'air intérieur, et la qualité de l'air intérieur, le radon en fait partie, et donc voilà, on est un peu sur ce champ-là. Donc je vais vous présenter un petit peu le pourquoi, comment le radon vient un peu dans les logements, et puis comment les premières solutions pour faire diminuer les taux. Des choses assez pratiques. Je ne vais pas vous donner des choses très très complexes à mettre en place, surtout que le radon, on a le temps de mettre des actions en place. Comme disait Sabrina, en fait, c'est la durée d'exposition et le taux d'exposition qui est important dans une pollution. Donc là, on a quand même un temps d'exposition qui peut être... on a quelques dizaines d'années ou quelques années au moins pour agir. Donc le radon provient du sol et il pénètre dans le logement par tous les petits trous, les petites cavités, les fissures, les différents joints, notamment tous les perçages, les canalisations, que ce soit aussi les fourreaux électriques, les fourreaux de chauffage, voilà, tous les trous qu'on peut avoir dans une dalle. Et ça peut être une porte d'entrée, ça peut être aussi la terre battue dans des caves, voilà ce genre de choses en tout cas. Dès lors qu'on a une fissure, il peut y avoir du radon qui rentre chez soi. Alors il peut y avoir du radon chez soi et puis chez le voisin, non. C'est très comme ça sporadique. Donc ça, on a, mis à part le mesurer, on ne peut pas vraiment savoir par où il passe. Donc ça remonte du sol et ça peut se concentrer dans les logements on va dire surtout l'hiver. C'est pour ça qu'on vous fait faire des mesures l'hiver, c'est puisque on va avoir un tirage naturel l'hiver du fait des différences de température ou de pression, de la météo, et puis le fait qu'on ferme beaucoup plus les fenêtres l'hiver. Donc on va avoir une concentration potentielle de radon et un pompage du radon par ce côté tirage naturel qui se fait avec la température plus froide en hiver. Donc voilà, on a ces deux informations qui sont assez importantes.
Le radon vient du sol, donc on va regarder déjà par où il peut monter, et puis il est attiré, il est aspiré, on va dire, par un tirage naturel de la maison. La stratégie sur le radon, on le voit en trois points. Vu que ça rentre par le sol, on va essayer de boucher, on va dire, les trous à la source, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc, boucher les trous, c'est mettre des joints étanches, par exemple. Ça peut être ventiler la cave, si elle n'a pas été ventilée, ou le sous-sol. Ça peut arriver que les sous-sols ou les caves ils aient été bouchés, alors qu'initialement, ils étaient ventilés, en changeant des fenêtres. Les fenêtres qui n'ont pas d'entrée d'air, par exemple, là, on vient étanchéifier un sous-sol ou une cave. Donc, premier élément, c'est là-dessus. Après, ça va être... je vous ai dit ventiler les caves, les sous-sols quand on en a, ou les vides sanitaires. Quand on n'en a pas, on est en terre-plein par exemple, là on va essayer de jointer les différentes fissures, les différents fourreaux, comme je vous disais, de chauffage, d'évacuation d'eau, d'arrivée d'eau, d'électricité. Tout ça, c'est des portes d'entrée possibles. Et puis après, on va diluer le radon. Le radon est rentré chez nous, il est à un certain niveau de concentration. L'idée, c'est de le diluer. On ne va pas forcément l'éliminer, mais le diluer, donc par de l'aération et de la ventilation. La ventilation, on peut souvent avoir des ventilations chez soi. Et pour intervenir à domicile, je vois bien que la ventilation, souvent, elle n'est pas performante, dans le sens où il y a toujours quelque chose qui ne va pas très bien dans la ventilation, soit dans l'entretien, soit dans la performance, soit dans la conception de la ventilation sur le logement, ce qui fait que la dilution ne se fait pas bien. Et on va dire le côté positif du Covid, s'il y en a un, c'est qu'on a aussi eu ce message d'aérer beaucoup plus, et ça c'est le même message pour le radon, ou pour de toute façon tous les polluants qu'on peut avoir dans le logement, tous les problèmes d'humidité qu'on peut avoir dans le logement, l'aération courte, mais peut-être plusieurs fois par jour, donc courte c'est 5 minutes, peut être très très efficace. Donc, comme je disais, 5 minutes par jour, ça peut renouveler l'air, éliminer les polluants, et ça, on peut le faire, on n'a pas d'investissement à faire, c'est un changement de comportement, une habitude à prendre. Donc c'est vraiment ouvrir en grand, de manière à peu près traversante, un logement, pour que le volume du logement il soit renouvelé. 5 minutes, ça ne fera pas perdre de chauffage l'hiver, donc on peut se permettre de le faire, idéalement matin et soir. Et puis, si on parle d'autres polluants, ça va être de le faire à chaque fois qu'on met une source de polluants dans sa maison, quand on fait du ménage avec des produits d'entretien, quand on va prendre une douche, on va produire de l'humidité, quand on va faire à manger, on va produire de l'humidité, de la vapeur d'eau, c'est une forme de pollution. Dans ces cas-là, on va aussi aérer grandement. Si on fait des travaux, on va mettre des produits avec une dose de polluants aussi. Idéalement, c'est d'aérer beaucoup, et plusieurs semaines. Un produit de peinture, par exemple, il va dégager des polluants pendant plusieurs semaines, mois, années. Et donc, on peut y aller sur l'aération. Après l'aération, il y a la ventilation. Je vous ai mis ici un schéma du chemin de l'air, le schéma théorique. Vous avez des flèches en bleu qui vous donnent l'entrée d'air extérieur, et puis qui va rentrer dans les pièces dites sèches, donc les pièces où il n'y a pas de point d'eau. En théorie, vous avez des entrées d'air dans votre salon, séjour et chambre, au-dessus des fenêtres. Vous avez ensuite un détalonnage des portes intérieures, ce qui n'est pas tout le temps le cas, notamment quand on a refait son sol, on n'a pas forcément redécoupé la porte en bas de la porte. Il faudrait avoir au moins 1 cm sous les bas de porte pour que l'air puisse passer quand la porte est fermée. Sinon, on bouche le chemin de l'air. Et puis après, c'est aspiré par les pièces d'eau, donc buanderie, salle de bain, WC, cuisine, pour être évacué à l'extérieur. Donc ça permet de brasser des pièces sèches vers les pièces humides, tout le logement. Ça sert à ça, la ventilation. Donc c'est ça aussi qu'on regarde quand on fait une visite sur le radon, et ça marche aussi sur les visites quand on parle de rénovation énergétique. Donc un système permanent, il est branché 24 heures sur 24, qui permet d'évacuer la pollution et puis l'humidité, et le radon aussi. Juste pour info, une famille de 4 personnes produit
à peu près 12 litres de vapeur d'eau par jour. Donc, pour vous dire, il y a quand même beaucoup d'humidité qu'on produit nous-mêmes en respirant, avec nos usages, si on fait sécher le linge, si on a des animaux domestiques, quand on fait la cuisine, quand on prend les douches, voilà, ça produit de l'humidité. Plusieurs types de ventilation. La ventilation naturelle, on n'a pas de moteur. Souvent, c'est une grille haute et basse. Et puis, ça brasse à tout vent et ça brasse beaucoup quand il y a du vent. Et ça brasse pas assez quand il n'y en a pas. Donc, c'est naturel, mais par contre, ça perd beaucoup de chaleur. Dès qu'il y a du vent, on perd beaucoup d'énergie de chauffage. Donc ça, on évite de le faire. Et puis, à partir de 1982, les constructions 82, c'était obligé de mettre un système de ventilation. Donc vous pouvez avoir encore des ventilations naturelles sur les logements avant 82. Ensuite, on passe sur le système de ventilation mécanique contrôlée, qu'on appelle VMC. Donc là, vous avez un moteur qui va forcer l'aspiration. Et vous avez des gaines qui vont du moteur qui est souvent dans les combles à toute une gaine qui est reliée aux pièces d'eau. Et puis les entrées d'air, toujours sur les chambres, salons, c'est chaud. Je vous ai mis une photo à droite, parce que c'est aussi quelque chose qu'on voit souvent en visite, le manque d'entrée d'air sur les Velux, sur les fenêtres de toit. Souvent, il n'est pas forcément mis. Et même quand il est mis, des fois, il y a normalement deux positions sur le Velux. La première position, c'est déjà pour ouvrir, laisser l'entrée d'air ouverte. Et la deuxième, c'est pour ouvrir le Velux. Donc ça, souvent, aussi, on le vérifie parce que il y a souvent un défaut là-dessus. D'autres systèmes qu'on peut voir, la double flux, qu'on voit de plus en plus parce qu'elle a l'avantage de récupérer une partie de la chaleur. Quand on aspire de l'air, on renouvelle l'air d'un logement qui est chauffé. Cette chaleur-là, on va la récupérer, on va la réinjecter. On va transférer la chaleur dans l'air qui rentre. Donc concrètement, quand il fait, 5 degrés dehors, au lieu d'avoir l'air qui rentre à 5 degrés, ça va être l'air qui va rentrer entre 15 et 20 degrés. Donc on a moins besoin de le chauffer. Donc c'est quand même plus performant. Pour le radon, il y a un intérêt, surtout si on peut régler la double flux et qu'on puisse la mettre ce qu'on appelle en surpression. Donc ça veut dire qu'on va souffler plus que ce qu'on va aspirer, ce qui veut qu'on va plutôt pousser le radon vers l'extérieur. La VMR, ventilation mécanique répartie, ça c'est plutôt quand c'est compliqué techniquement de mettre une ventilation mécanique centralisée avec des gaines à passer partout, on va mettre en fait une gaine par pièce d'eau. Enfin une gaine, une ventilation, en gros c'est un tout en un à chaque fois, donc comme si on était 3 systèmes. Donc voilà, des fois c'est la seule solution qu'on peut avoir techniquement, ou alors au moindre coût. Et puis, autre piste qu'on peut avoir, alors en rénovation énergétique, nous, souvent, on le déconseille pas mal, les ventilations mécaniques par insufflation. L'intérêt, il peut être là, pour le radon, la VMI peut être intéressante parce qu'elle va vraiment mettre la maison en surpression, donc on va pousser le radon vers l'extérieur. Alors pourquoi nous, on n'est pas forcément fan en rénovation énergétique? C'est tout simplement parce que les systèmes sont un peu plus chers. Et souvent ils consomment un peu plus d'énergie. Et le petit défaut qu'il peut y avoir dans certains cas, c'est qu'on va souffler de l'air humide dans les murs, notamment les murs anciens, et ça c'est pas forcément tout le temps bon pour les murs d'avoir trop d'humidité. Donc des fois on va le déconseiller, mais pour le radon, ça peut être la solution idéale. Donc plusieurs systèmes dans les VMI, il y en a plusieurs, j'en ai sorti que 2. Une qui est répartie, qui ressemble beaucoup à la double flux que je vous ai présentée juste avant, mais il n'y a pas de récupération de chaleur. Donc, quand la double flux, avec des aides financières, elle est au même prix que la VMI, essayons de mettre une double flux où on la règle en surpression, c'est d'autant mieux. Parce qu'il n'y a pas d'aide sur les VMC simple flux ou sur les VMI, quand on fait travaux par travaux. Oui, la double flux, ça peut monter à 10 000 €. La simple flux, posée entièrement, on commence à 1 000 € à peu près. L'entretien, ça c'est vraiment les occupants qui ont ça à faire, que ce soit locataire ou propriétaire, hein, c'est le rôle des occupants de le faire.
On conseille des nettoyages réguliers des entrées et des sorties. Donc soit le passage à l'eau, soit l'aspirateur, des extractions et des entrées. La vérification du moteur une fois par an, alors ça, on le dit aussi, et ça c'est pareil, je ne vois jamais personne le faire, à part dans les logements sociaux qui ont un entretien, enfin un contrat de maintenance. Et sinon, ou copropriété, quoi. Mais c'est très très rare que les propriétaires le fassent. Vérification du moteur, le nettoyer, et puis vérifier aussi les contacts électriques. C'est plus pour éviter les mauvaises connexions et un court-circuit, parce que ça doit être une des premières causes de départ de feu, les VMC qui prennent feu, parce que à cause d'un court-circuit. Donc ça, vérification moteur, entretien par un professionnel, ça c'est pareil, c'est pas simple, parce que c'est bien beau de l'écrire, mais après il faut trouver les professionnels qui le font aussi. Faire ce genre de maintenance, ça n'intéresse pas tous les artisans de le faire aussi. Donc il faut aussi trouver l'artisan qui va le faire. Mais généralement, c'est plutôt les électriciens et qu'on le label RGE ventilation, de préférence. Pour la double flux, il y a des filtres à changer aussi, parce qu'en gros, la double flux, elle va filtrer l'air extérieur. Donc là, ces filtres-là, ils s'usent, ils s'encrassent, il faut les changer aussi une à deux fois par an. Dépoussiérage des gaines, ça c'est très compliqué à faire, sauf si vous avez des gaines semi-rigides, des gaines dures à l'intérieur. On a souvent des gaines accordéon qui vont s'écraser facilement. Celles-ci, on ne peut pas trop les nettoyer. Oui. Il faut qu'elles soient dans un espace chauffé, donc isolées de préférence, oui. Même, vaut mieux qu'elles soient isolées. Oui. Sinon, vous allez avoir de l'humidité qui va se transformer en eau qui va condenser dans les gaines. Donc vous allez avoir de l'eau dans les gaines, donc c'est pas bien ça. On évite. Et voilà, et puis alors ce qu'on fait en visite, nous on mesure avec un anémomètre, on mesure les débits de ventilation, des fois on n'y a pas accès, on le fait aussi soit à la feuille de papier, soit au doigt mouillé, pour vérifier au moins que le système marche. Si on ne peut pas vérifier qu'il marche au bon niveau, au moins qu'il marche. Ça c'est important. Et ça je vous ai mis des liens et des ressources. Pareil, je vous ai mis des documents là-bas pour repartir avec quelques infos si vous voulez. Mais voilà, la ventilation, c'est des choses voilà, qui permettent de renouveler correctement l'air et sans forcément avoir un gros investissement. Je vous ai mis quelques photos de malfaçon. Ça, c'est par exemple sur une fenêtre de toit. Des personnes ont créé l'entrée d'air en faisant des trous comme ça. Bon, c'est pas comme ça qu'on fait. En fait, il y a des trous qui sont très, très dimensionnés et on ne fait pas n'importe quoi. Là, ça a carrément été bouché. Voilà, pour éviter l'inconfort, je ne sais pas, mais en tout cas, ça a été bouché. Là, c'est le sèche-linge qui a été complètement mis dans la gaine de VMC. Donc là, forcément, il y aura beaucoup d'eau derrière. Je ne sais pas ce qui se passe derrière, mais ça ne va pas être très beau. Et là, on ne voit pas très bien, mais on imagine qu'on est dans une cuisine avec une étagère qui a été posée devant l'extraction. Donc là, ils ont enlevé carrément la bouche et ils le bouchent avec une étagère. Donc forcément, ça va moins bien fonctionner. Donc ça, il y en a vraiment beaucoup. Ça, quelque chose de très très courant, c'est ces trois-là, le détalonnage et puis le manque d'entrée d'air. Je vous ai dit, détalonnage, quand on refait le sol, ici, le carrelage est refait, il n'y a pas la coupe de la porte n'a pas été refaite, ce qui fait qu'il n'y a pas d'air qui peut passer en dessous quand la porte est fermée, ou pour les portes intérieures. Donc plutôt 1 ou 2 cm qu'il faut normalement pour que ça fonctionne. Et puis pas d'entrée d'air ici. S'il n'y a pas d'entrée d'air au niveau des fenêtres, la ventilation, elle aspire. Donc elle aspire, l'air va passer dans les chemins les plus courts, et notamment si elle ne peut pas venir de la fenêtre, de dehors, où c'est le chemin le plus simple souvent, ça va aspirer par le sol, par les petits trous qui peut y avoir du sol. Donc ça peut faire effet pompe à radon. D'accord ? Comme on verra après sur le système de chauffage, le classique, le poêle à bois, la cheminée ouverte, ou le poêle à bois qui n'a pas d'entrée d'air dédiée pour la combustion, c'est vraiment une grosse pompe à radon. Un poêle à bois qui n'est pas branché sur l'extérieur, sur son arrivée d'air qui n'est pas branché à l'extérieur, ça va pomper énormément. Un poêle à bois qui fonctionne demande beaucoup d'oxygène, et donc il va pomper très fortement.
Donc là, ça peut être un aspirateur à radon. Donc là, il faut prévoir une entrée d'air dédiée au poêle. Ça, c'est impératif. Et puis, si on a une cheminée ouverte, ça serait bien de ne plus l'utiliser. Clairement. Ça va clairement pomper fortement s'il n'y a pas d'entrée d'air qui est dédiée. Sachant que on ne l'appelle plus système de chauffage, donc c'est clair que si c'est une flambée une fois par an à Noël, c'est pas très grave. Hein. Vous n'aurez pas à avoir un taux d'exposition énorme. Ouais, c'est encore d'autres problèmes, ça, mais ça c'est des signes qu'il y a un mauvais tirage, donc déjà c'est d'autres problèmes, ça. Donc voilà, il faut vraiment avoir en tête que les systèmes de chauffage au bois, comme n'importe quel système qui brûle, un combustible a besoin de beaucoup d'air, beaucoup d'oxygène pour brûler le combustible. Les systèmes appelés, la grande majorité, ils sont étanches, ils ont une arrivée d'air qui vient de l'extérieur, ça c'est idéal. Et sinon, de toute façon, ça ne changera pas grand-chose, c'est juste que ça serait une pompe un peu moins forte. Parce que on va dire que c'est souvent moins puissant. Les inserts, on est sur des puissances à des fois à 15 kW. Sur les poêles, c'est souvent un peu. Les poêles à granulés, c'est quand même moins. Et pensez, poêle à bois, entrée d'air dédiée. Sinon, il y a concurrence avec la VMC et effet pompe à radon possible. Empêcher le radon de remonter au sol, je vous ai mis des photos, ça peut être vraiment des fissures qui paraissent un peu anodines, mais ça peut être une possible entrée, même sur les plaintes, là, les plaintes ça peut souvent bouger, et ça peut fissurer. Et puis là, quand on fait des percées pour des évacuations, c'est rare que ça soit bien calfeutré autour des gaines, des fourreaux, donc là, c'est aussi, idéalement, il faudrait les boucher. Excusez-moi, monsieur. Les tuyaux qui sortent du sol pour alimenter les radiateurs, il y a toujours de l'espace, ça il faudrait le boucher. C'est ça, exactement. Ça peut être du ciment liquide, ça peut être du plâtre, ça peut être un produit, un mastic étanche, mais pas un mousse polyuréthane. Ça, on utilise pas ça. Ça, c'est pas étanche. Donc là, je vous ai mis un mastic d'étanchéité. C'est plutôt ça qu'on va regarder. D'autres photos, voilà. La cave en terre battue, forcément, là, s'il y a du radon en dessous, il va pouvoir remonter. S'il y a des ouvertures qui vont vers la maison. Tout ce qui est éléments de chauffage et d'eau, là-dessus, on peut avoir aussi plein de percements. Voilà, plein des usures prématurées, des carrelages cassés. Ça arrive, on peut en voir souvent. Donc on va regarder ça un à un, sachant qu'on ne sait pas exactement d'où vient le radon. Donc on va boucher, on va faire des hypothèses. On ne va pas forcément savoir petit à petit. Donc l'idée c'est de boucher, de regarder l'année d'après, remesurer l'année d'après si on a amélioré le résultat. C'est plutôt comme ça qu'on fait comme démarche. Alors c'est autour de l'évacuation qu'on va regarder, parce que l'évacuation, elle est étanche en tant que telle, sinon vous auriez des fuites d'eau, mais par contre, autour des conduits, oui. Le soubassement, alors ça, vous n'avez pas forcément un soubassement, mais quand on dit soubassement, c'est quand vous avez du vide sanitaire du sous-sol de la cave, il faut l'aérer, et si l'aération ne suffit pas, on peut aussi passer par un système comme à droite, là, avec un petit extracteur, un petit moteur, qui va forcer le courant d'air. Mais déjà, si on a une bonne aération du soubassement, c'est déjà bien. Quand on ne peut pas, quand on n'a pas soubassement, on est en terre-plein. Et ça, c'est une solution, on est sur un niveau au-dessus, quand même. Et au moment où on va peut-être refaire un sol, donc au moment où on est dans un programme de travaux un peu plus important, et là, on va drainer ce sol et on va aérer ce drainage. Il faut vraiment que le drain il aille d'un côté à un autre pour faire un courant d'air dans ce drain et puis évacuer potentiellement l'humidité et le radon. Et donc là, l'image de gauche, c'est plutôt refaire un surplancher. Vous voyez bien que ça, on ne fait pas ça dans tous les cas. C'est quand même
Ouais, c'est onéreux et ça se fait quand on lance des gros travaux, donc on ne fait pas ça n'importe quand. Mais ça, voilà, je vous ai mis les choses les plus difficiles sur la fin. Ça, c'est un système qu'on ne voit pas trop, plutôt on va dire dans les bâtiments publics ou les bâtiments tertiaires, pas trop dans les maisons individuelles. Mais en gros, c'est pareil, c'est un drainage qui est motorisé. Donc on va drainer le sol et on va aspirer. On voit le tuyau qui est au milieu, qui remonte là-haut, qui va être motorisé, qui va attirer comme ça le radon au-dessus de la maison. Donc là, c'est un système qui a été approuvé notamment testé par le CSTB, le Centre scientifique technique du bâtiment, qui a fait des tests et qui montre que c'est le système le plus efficace avec le radon. Mais on ne va pas le faire, ou très peu, dans des cas très précis. Dans les maisons individuelles, c'est quand même pas très courant. Donc voilà, comme je vous disais, on fait des actions, on mesure, on voit si ça s'est amélioré. Donc là, quand on est en dessous de 300 becquerels, on continue à entretenir le bâtiment, entretenir la ventilation, on aère, et puis ça va maintenir le niveau bas. Si on est au-dessus de 300 après une première mesure qui était déjà au-dessus de 300, on recommence l'analyse et puis on avance petit à petit, on va crescendo sur les actions à mettre en place. Pas besoin d'investir tout de suite dans les gros travaux. On y va petit à petit, vraiment pas besoin de se lancer dans les gros travaux, sauf si vous avez déjà un programme de travaux conséquent, mais pas besoin de faire ça. Et ce qu'on peut faire aussi, là vous avez mis un dosimètre, on peut très bien aussi compléter si on veut aller plus loin. On peut s'acheter un kit de 3 dosimètres et puis en mettre dans plusieurs pièces pour voir s'il y a des différences entre les pièces, pour voir si on en met un. Là, vous en avez mis un dans la pièce où vous êtes le plus exposé, ce qui paraît logique. Après, on peut très bien en mettre un en plus, là où vous pensez où il y a du radon qui peut arriver, et comparer les deux. Donc des exemples d'actions, quand on a absence de ventilation, c'est tout simplement de mettre une VMC, d'étalonner les portes, mettre les entrées d'air. Quand on a un sol poreux, on essaye de l'étanchéifier. C'est pareil, ça c'est quand on a des travaux à mettre en place. Quand on a un plancher bois, c'est pas du tout étanche, un plancher bois, on va peut-être mettre une dalle en dessous, ou un carrelage ou autre, en tout cas on va peut-être étanchéifier ça. Et pareil pour la terre battue, on peut très bien aussi couler une dalle ou aérer la cave, ça peut être deux solutions possibles. Quand on a fait toutes ces démarches pendant plusieurs X années, et si on arrive toujours à des niveaux très élevés, on peut passer sur des expertises un peu plus poussées. Là je vous ai mis des listes de professionnels qui sont accrédités pour cette expertise. Donc là, c'est un niveau déjà beaucoup plus cher pour les faire intervenir. Mais voilà, c'est vraiment quand on est au stade ultime, on n'arrive pas à avancer sur son niveau de radon. Puis après, il y a pas mal de guides pour vous accompagner aussi. En résumé, des actions simples en premier lieu, en aérant le logement, entretenir la ventilation, boucher les fissures et les trous, et puis ventiler le sous-bassement. Donc là, on est vraiment sur du plus en plus fort. Et puis après, on refait une mesure, et puis si on est en dessous les 300 becquerels, on continue ce qu'on a déjà mis en place. On n'a pas besoin de rajouter d'actions, mais on les continue. Et si on est encore au-dessus, on essaye d'aller un petit peu plus loin dans la démarche pas à pas. Voilà pour moi. Là, ça va être plutôt la place aux questions. Si vous avez des questions pour que j'aille peut-être un peu plus dans le détail, là, je vais résumer les choses un peu rapidement. Mais voilà, si vous avez des cas précis ou des questions d'éclaircissement par rapport à ce que j'ai dit, je n'ai peut-être pas été clair tout le temps, vous me dites. Est-ce que le radon, il y a un relevé qui est fait? Est-ce qu'il peut diminuer ou augmenter? Il peut diminuer ou augmenter, oui. Alors, de toute façon, le radon, c'est pour ça que vous faites sur 2 mois, on va regarder une moyenne. Parce que de toute façon, vous allez avoir des jours où il est à un niveau assez élevé, puis des jours plus bas. Donc c'est aussi pour ça que vous ne faites pas
de test en instantané, puisque un test instantané, il peut être un peu soit du mauvais côté, soit du bon, et donc on préfère avoir des tests sur plusieurs mois. S'il n'y a pas de questions, c'est que c'est très clair. Oui. Donc je vous ai mis quelques guides là sur la ventilation, sur l'étanchéité, sur le chauffage, qui sont ici. Si vous avez des projets de travaux, vous avez le fascicule de mes collègues de France Rénov là, pour prendre rendez-vous, et puis vous allez voir mes collègues, ils pourront aussi compléter ce que j'ai dit, et puis vous conseiller sur des professionnels ou sur des aides financières qui peuvent être présentes pour les travaux. Qu'est-ce qui est compliqué? Ah ben voilà, mais allez voir mes collègues, ils vont vous aider, mais c'est vrai que le système n'est pas simple. On est d'accord. Nous aussi, même nous, professionnels, des fois on a du mal. Ils sont tatillons en plus. C'est ça. On est dans une période compliquée sur le bâtiment. Il y a de la demande sur la Loire-Atlantique. Ça viendra. Moi j'entends ce que vous dites, en effet, on sait tous que les dossiers c'est compliqué. Vous avez raison, hein, si un dossier a le nom de monsieur et la facture du nom de madame, même si c'est la même adresse, même si vous êtes mariés depuis 50 ans, en fait on va vous dire bah non, c'est pas possible. Ça c'est. Mais n'hésitez pas à vous rapprocher des services qu'on peut avoir avec Élysée, mais aussi une fois par mois à la communauté de communes. Je crois que c'est le jeudi. On avait été, mais vous ne pouvez pas nous dire. Mais des fois ils peuvent. En fait, ça dépend de la situation, mais en tout cas, ils peuvent vous orienter sur d'autres endroits. C'est ça. C'est sans doute ce qu'il a fait. S'ils ne peuvent rien faire, ils peuvent au moins remonter les choses. Là, je trouvais que ça avait été un petit peu plus rapide pour la ventilation. Parce que pour les trains, ça avait vraiment été galère. Et là, pour la ventilation, le dossier a avancé plus vite. Et maintenant, on attend les outils des entreprises. Le dossier est monté, la prime est accordée, il faut bien qu'on vienne. Voilà. On a un an pour le faire. Déjà 6 mois. On peut faire plusieurs dossiers en même temps. Si c'est pas sur la même thématique. Moi j'avais demandé, il m'a dit non, c'est une chose à la fois. Moi, pour l'équipement du travaux, mais là, comme je disais, les fenêtres. Oui, parce que c'est pas les mêmes aides. Voilà, c'est pas les mêmes. Donc vous n'avez pas le choix de faire. Excusez-moi, comment on fait si on veut avoir un ou deux millimètres pour mettre une pièce ou comment on fait? La campagne étant terminée, on ne peut plus vous mettre à disposition des dosimètres. Par contre, vous pouvez en acheter, c'est pas très cher. Enfin, le kit de 3 dosimètres, c'est une quarantaine d'euros, je crois, auprès de Algad. Vous tapez Algad dosimètre radon et vous recevrez les kits que vous avez reçus en 3 exemplaires. Vous pourrez donc les poser Algad, A-L-G-A-D-E. On va le mettre sur le site de la Comcom, de la communauté de communes, de manière à ce que vous ayez toutes les informations avec le petit PowerPoint que vous venez de marquer. Cette opération qu'on vient de faire aujourd'hui
souci avec la restitution. C'est véritablement c'est véritablement une action du contrat local de santé. Hein. Je rappelle, le contrat local de santé, c'est les 9 communes de Grandlieu qui se sont réunies sur des actions pour essayer de travailler sur des sujets qui concernent toute la population. Et donc là, il y avait l'action qui permettait à 6 communes de Grandlieu Communauté de pouvoir faire ces tests-là. Là, aujourd'hui, c'est le dernier jour, sauf pour les personnes que vous allez aller rencontrer au mois de septembre qui ont besoin d'encore plus d'accompagnement sur les résultats. Donc, nous, on ne peut plus le refaire. Donc, on va vous mettre sur le site de Grandlieu Communauté, et donc ce sera partagé sur toutes les communes, les 9 communes, même s'il y en a 3 qui ne sont pas concernées. On va vous mettre le PowerPoint, et puis, évidemment, les liens possibles pour vous accompagner. Et on va faire remonter aussi à nos collègues, de manière à ce que si vous appelez, ils savent de quoi vous parlez, pour ne pas vous envoyer aux mauvaises portes. Et puis je complète juste que c'est pas tout à fait vrai ce que j'ai dit avant, parce qu'on a quand même quelques dosimètres qui nous restent et qui seront distribués aux personnes qui ont des taux élevés et qui vont faire des travaux chez eux pour vérifier justement dans un an comment c'est suite aux travaux. Donc on a quand même un petit quota de dosimètres restant pour les personnes qui ont vraiment des taux élevés ou alors en dessus des 300 becquerels mais qui justifient d'avoir fait des travaux. Ce qu'on va suivre. Ça sert de savoir si les travaux étaient efficaces ou s'il faut continuer. C'est ça, aussi, bien sûr. Le coût des dosimètres, on prend aussi l'analyse derrière? Oui. Oui, sinon ce serait... En fait, c'est vrai quand on dit 40 €, c'est pas cher, oui, parce qu'il y a ça aussi, parce que sinon, s'il fallait en plus payer une analyse, il y a beaucoup de personnes qui malheureusement ne pourraient pas le faire. Et ça limite alors que c'est quand même très très important. Donc oui. Et donc oui, c'est ce que je disais, c'est pour ça que je disais que les personnes, il y a quelques dosimètres qui restent, mais ils vont vraiment être utilisés par rapport aux personnes qu'on va suivre. Il y a certains résultats qui sont plus importants. Et donc voilà, on est là aussi pour les accompagner. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez surtout pas. S'il n'y a pas de questions, on va vous remercier d'être venu ce soir. On est à votre service, à votre disposition. S'il y a une question qui vous revient, n'hésitez pas d'envoyer un petit message ou de passer. Moi, je suis maire de Généton. Si vous passez à la mairie de Généton, je saurai envoyer le service qu'il faut pour vous répondre. Donc, surtout, n'hésitez pas à poser vos questions. En tout cas, merci d'être venu ce soir. Moi, je suis pas comme vous, j'ai pas eu l'étude à faire chez moi, mais par contre, j'ai appris plein de choses, parce que rien ne nous empêche déjà de faire ça sur toutes nos maisons, même celles qui ne sont pas avec des résultats sur le radon. Donc, je trouve que c'était très intéressant. Merci à vous, merci aux techniciens, merci à Christine Castres, qui est la référente du contrat local de santé de Grandlieu Communauté, et qui a organisé toute cette animation. Merci beaucoup, et puis je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci.